France. Écoute, je suis super chanceux que tu sois avec moi ce matin. Je cherche toujours un nom pour mon show. Donc, je pense que c'est ta caméra. Ouais, there we go. Je cherche toujours un nom pour mon show. Fait que pour l'instant, c'est juste mon show vidéo. Donc, on traite de plein de sujets marketing. Puis aujourd'hui, ben, il y a un sujet qui me tient quand même beaucoup à cœur, mais que je connais pas très bien. Ben, c'est-à-dire, je connais un peu l'impact. On va parler de design. Je connais l'impact du design, mais je sais pas vraiment par où m'y prendre. Donc, je suis super chanceux de t'avoir avec moi ce matin. Donc, Alex, bon, là, c'est ma vidéo qui lâche. On a des problèmes techniques ce matin. Oui, ça. Bon, espérons que ça marche. Donc, Alex, écoute, tu as un parcours intéressant. Tu as fait beaucoup de design pour IKEA. Tu as fait, t'as été directrice produit design, head of design dans une startup qu'on a travaillé ensemble chez SchoolIQ. Oui. Et puis là, aujourd'hui, ce matin, aujourd'hui, tu es en France. Et puis, fait qu'on fait premier show international. Et puis, c'est ça. Fait que, parlons design. Ben, on va commencer. C'est quoi un bon design, finalement? C'est quoi un bon design? Je te dirais, c'est un design qui a du sens. Un design qui sert à quelque chose, qui n'est pas juste du beau. C'est un design qui répond à des besoins, qui répond à ce qu'une personne a besoin de faire. Puis, il y a différents types de design. Hein. Il y a des designs imprimés, il y a des designs web, il y a des designs de produits. Moi, je suis plus spécialisée dans l'expérience en ligne. C'est plutôt de ça que je vais te parler, mais ces principes-là s'appliquent à peu près sur tous les types de design. Un design qui a du sens, un design qui répond à des besoins, un design qui est réfléchi. Ça, c'est un bon design. OK. Et puis, c'est une super bonne réponse. Mais en même temps, c'est ce que je dis des fois, en fait, c'est qu'un bon design, en fait, se remarque pas parce que ça marche, ça fonctionne, ça fait ce que tu es supposé faire. Tandis que c'est souvent les mauvais designs qui se font remarquer parce que, ton site web convertit mal, ou ton application fonctionne, pas qu'elle fonctionne pas techniquement, mais le monde ne sait pas quoi faire, etc. Fait que t'es un peu d'accord avec moi? Mais je suis tout à fait d'accord avec toi et ça revient exactement à ce que je disais parce que si tu fais un design qui fait pas de sens, tu n'es pas en train d'améliorer une situation. Donc, tu n'es pas en train de donner une expérience qui fait du sens à ton visiteur sur le site internet, par exemple. Fait que du moment que ton design est bon, l'expérience devrait être facile du début à la fin. Du moment où tu fais une recherche, que tu arrives sur un site internet, que tu trouves du contenu et que tu vas un peu plus profondément dans le site, ça doit se faire naturellement et sans accroc. Donc oui, absolument. Un design qui est un bon design est un design qui ne se remarque pas, un design qui ne bloque pas une expérience, qui est faite pour une bonne raison. C'est ça. Puis je pense que forcément, vu que évidemment, on pourrait en parler pendant plus longtemps, mais vu qu'un bon design, c'est quelque chose qu'on ne remarque pas, je trouve qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises qui négligent un peu le design parce qu'en fait, quand on voit un bon design, on ne remarque pas que c'est un bon design, justement. Mais ce que j'aime beaucoup avec toi, c'est qu'en fait, évidemment, tu as beaucoup d'expérience en gestion d'équipe, tu as beaucoup d'expérience en design aussi. Fait que je vais te demander un peu, là, on sait c'est quoi un bon design, mais comment est-ce qu'on fait pour coacher un designer? Parce que, on a tous travaillé avec plusieurs designers. Et puis, il y en a qui sont moins qualifiés. Peut-être techniquement, ils sont bien qualifiés, mais je pense que j'aime beaucoup ton concept de coacher ton équipe parce que je pense que ça s'apprend, etc. Fait que comment est-ce que tu pourrais suggérer, comment on trouve une bonne équipe de design, comment est-ce qu'on coach une bonne équipe de design? Oui, alors tu me vois me déplacer parce que je suis en train de chercher mon chargeur, histoire qu'on n'ait pas une deuxième problème technique, mais c'est réglé, je l'ai dans la main. Je pense que... Donc, on va essayer de le brancher avant qu'il s'éteigne, voilà. Donc, pour répondre à ta question, avant de coacher une bonne... En fait, pour répondre à ta question, je pense que ce n'est pas spécialement une question de compétence, c'est aussi une question d'expérience, une question de motivation, une question d'envie, une question de comprendre aussi pourquoi on fait les choses. Pourquoi j'aime l'idée de coacher tes designers, c'est parce que si tu as une équipe équilibrée, et tu essayes en général quand tu as une équipe à partir de 2 designers, à partir de plus de 1, tu essayes d'avoir quelqu'un d'un peu plus senior et quelqu'un d'un peu plus junior pour qu'ils puissent apprendre l'un des autres. Mais si tu mets les outils en place pour que ces gens puissent se développer et qu'ils puissent devenir entre un junior, un designer, intermédiaire, puis plus tard peut-être un lead designer, ce sont des gens qui vont te redonner ça, ce sont des gens qui vont apprendre et qui sont toujours motivés. Fait que je trouve que c'est vraiment important de leur donner les outils pour être capable de faire ça. Donc, s'investir dans l'entreprise, finalement, passe par ça aussi. Un bon design, un bon groupe de design, une bonne équipe de design, c'est un bon leader. C'est quelqu'un qui est capable de les supporter, de leur faire comprendre où est-ce qu'ils vont et pourquoi ils font les choses.
et qui leur donne les outils pour se développer. C'est pour ça que le coaching est important. C'est ça, puis en fait, c'est un peu ce que tu expliquais, c'est qu'en fait, un bon design, c'est un design qui fonctionne. Puis, ben ça, je pense, on peut apprendre à l'école ou peu importe les outils, les Photoshop, les Illustrator, etc., de ce monde. Mais ce qui, je pense, où le coaching est important, c'est de comprendre pourquoi on fait un design, pourquoi on est en train de redesigner une page, pourquoi est-ce qu'on est en train de redesigner une application, une partie de l'application ou quoi que ce soit. Fait que c'est vraiment à ce niveau-là que tu penses que le coaching se passe, moins dans le tactique, dans les compétences tactiques? Oui, un designer va être capable d'utiliser n'importe quel logiciel. C'est pour ça que je l'ai même pas mentionné, parce que l'important, c'est pas de quelle façon tu fais un bon design. Il y a des gens qui font des designs sur PowerPoint aujourd'hui, ils sont capables de faire des wireframes pour des applications web sur PowerPoint. Alors, on n'imaginerait pas qu'un designer utilisera ça comme médium, mais c'est parce qu'il a l'expérience d'un flow, il connaît une interaction, il comprend comment est-ce qu'on va d'un point A à point Z. Qu'on travaille sur Sketch ou sur Photoshop ou sur Illustrator, c'est pas ça l'important. Ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi on fait les choses. Donc, d'aller essayer des choses, de faire des erreurs, de tester, d'aller sur le web, de regarder comment les gens utilisent votre design et s'ajuster et accepter qu'on fait des erreurs et qu'on doit apprendre ça. Puis là, quand tu parles d'erreurs, bon, des fois, là, je comprends qu'il y a quand même une grosse culture de fail fast, blablabla, etc. Mais quand on parle d'erreurs en design, ça laisse sous-entendre qu'on mesure quand même un peu l'impact de ce qu'on fait. Fait que comment est-ce que tu détermines, comment est-ce que tu fais, je comprends que c'est grand comme question parce que tout est différent, mais comment tu fais pour mesurer l'impact d'un design en bout de ligne? Ouais, c'est une très bonne question. Puis je pense que déjà, il y a deux types. Si tu travailles dans le print et que demain, tu imprimes une affiche à 50 000 exemplaires et qu'il y a une faute dedans, ou que tu as mis la mauvaise information, ça a un beaucoup plus gros impact que si tu travailles en design de produit et un site Internet et que tu fais un bouton et que tu fais du A/B testing, par exemple. Fait que si ton bouton ne fonctionne pas, ça va être très rapide pour une équipe de développement. Si tu as les bonnes façons de mesurer l'impact de ce bouton, de le changer. Et ça, on passe par l'analytique, on passe par des user tests, on passe par poser des questions aux gens et les faire fonctionner à travers le jeu. Si on part d'un A/B testing, par exemple, ça va être le nombre de visites, le nombre de clics et la conversion. Et ça, c'est des outils qu'on utilise. C'est sûr que l'impact va être sur le coût de redévelopper quelque chose quand on est dans un design de produit, le temps qu'il faut pour le designer, mais ça coûtera beaucoup moins cher que de rester très longtemps avec quelque chose qui ne se mesure pas. C'est important de mettre l'analytique qu'on a besoin pour voir la conversion et dans le fond, qu'est-ce qui fonctionne. Puis je sais que, tu sais, en marketing, juste en marketing, si on veut en lead generation, c'est souvent, quand on fait du A/B testing ou quoi que ce soit, on arrive avec une hypothèse. Bon, mais on se dit qu'un formulaire à cette place-là va mieux fonctionner que d'autres parce que, bon, c'est ce qu'on voit un peu dans l'industrie, etc. Est-ce qu'en design, tu vois un peu la même chose quand tu t'embarques sur un test parce que tu te dis, bon, mais je pense que, tu sais, que de faire un certain design va mieux fonctionner parce que, ou est-ce que tu vas plus à l'aveuglette puis tu essaies de voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux, etc. Je pense, mon opinion, je te dirais, je pense pas qu'on a de l'inspiration dans un design web. On n'est pas inspiré et on fait un bouton carré et rouge. C'est pas comme ça. Il y a des modèles qui existent aujourd'hui, il y a des milliards de sites internet qu'on sait qui fonctionnent, qui existent. Il y a des blogs qui se font, il y a des cours en ligne et des interactions qui sont connues et des habitudes. Ça, c'est une chose déjà. Donc, si on est capable de dire que généralement, mettons sur un téléphone, dans un site internet, le menu est un burger menu et puis il est en haut à droite, bon, bah, c'est une norme. Fait que pourquoi le faire en triangle et le mettre en haut à gauche? Donc déjà, ça, c'est une chose, être capable de réutiliser qu'est-ce qui existe. Fait que pas se dire, à l'aveuglette, j'essaye et je change. On doit le plus possible s'approcher d'une expérience qui va faire du sens. On peut tester déjà avant de développer. Si tu fais un design, tu es capable avant de mettre l'argent dans le développement, dans ton site internet, tu es peut-être capable d'avoir des mock-ups déjà. On peut cliquer. Donc, c'est juste le temps du designer qui va être mis à contribution avec des utilisateurs qui l'essayent. Et qu'on verra est-ce qu'il va trouver le bouton ou est-ce qu'il ne trouve pas le bouton. Et une fois qu'on a un peu plus de certitude, on fait du développement. Le mieux, c'est de faire peut-être des petits changements en design de produit. En design web, c'est être capable de pivoter aussi assez rapidement si on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Mais oui, pour résumer, il y a déjà des choses qui existent. Je ne pense pas qu'il faut réinventer la roue, et spécialement en expérience web, parce qu'on ne veut pas perdre les gens. C'est pas un cours de créativité. Ça doit être fonctionnel et ça doit être facile à utiliser. Ensuite, on mesure, on teste et on développe. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que souvent,
Même moi, je vais te l'avouer, tu sais, quand on parle de design, on parle d'un certain niveau de créativité. Puis là, tu viens de dire qu'en fait, il n'y a pas de créativité. Est-ce que c'est parce qu'on essaie d'aller chercher les meilleures pratiques, parce qu'on sait ce qui fonctionne, entre guillemets, et puis qu'il faut trouver la créativité à l'intérieur de ce qui fonctionne, ou est-ce que ben, finalement, non, c'est du fonctionnel, puis c'est ce qui est important? Non, je pense que c'est une balance à avoir. Mais si on sort des choses qui existent, et ça ne veut pas dire qu'on doit être tous pareils, on ne doit pas formater notre design, c'est vraiment pas ça ce que je suis en train de dire. C'est juste qu'il y a des modèles de choses qui existent, qui sont des habitudes qu'on veut répéter, qu'on ne veut pas changer. Parce que perdre du temps à essayer d'implémenter de nouvelles habitudes dans des choses qui existent déjà, c'est tout ce temps-là que quelqu'un va devoir réapprendre à faire ça sur ton site Internet. Donc, c'est du temps qui va passer et peut-être juste partir. Parce que pourquoi il ne trouve pas son menu? Parce qu'il n'est pas au même endroit que tout le monde. Après, la créativité, tu la trouves peut-être dans le cas d'un site Internet, ben, tu as le branding, tout ce qui est le visuel dans l'entreprise, les couleurs, les fontes, le layout, la manière dont tu disposes tes éléments, etc. Il y a les photos, le traitement des images et des illustrations. Il y a beaucoup de place aussi pour être original et se démarquer. Mais dans les interactions, à moins que c'est une interaction qui n'existe pas aujourd'hui et qu'il faut l'inventer, je pense qu'il y a des modèles qui existent et qu'on peut suivre facilement pour des résultats optimums. Ce qu'on fait, on veut un design performant, on doit prendre des interactions performantes qui existent déjà dans les habitudes des gens. Je comprends. En fait, c'est un peu, ben, c'est ça, comme je disais à un certain moment dans un autre épisode, c'est online, later equals never. Fait que c'est un peu la même chose. Si tu fais trop travailler ton utilisateur, ben, il va décrocher. Fait qu'en fait, la créativité, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est comment on se distingue, comment on est différent, mais tu sais, ton menu, il faut qu'il soit quand même à la même place que tout le monde, etc. C'est pas, la créativité est pas dans on repart à zéro puis on crée quelque chose de zéro. C'est dans les normes qu'on a, comment on peut être différent, Exactement. comment on peut s'établir différemment. Il y a des certaines normes. Et après, il y a d'autres places pour être créatif. Et puis, et même ça, je te dirais que ça dépend, c'est quoi ton but. Si tu sais pourquoi tu designes, c'est quoi l'objectif de ta page, mettons, tu fais une page Internet, l'objectif, c'est de convertir. Ou tu fais une page Internet, l'objectif, c'est de vendre ton produit. Selon l'objectif de ta page, tu vas la designer différemment. Peut-être que sur cette page-là, tu veux que la personne passe beaucoup plus de temps. Il y a peut-être des choses que tu mettrais un peu plus difficiles à trouver. Ou sur cette page-là, le seul but, c'est qu'il clique sur ce bouton, qu'il va être très visible et au bon endroit. Fait qu'il y a aussi des marges de manœuvre dans... on n'est pas dans tout le temps à compter le moindre clic. Si on a besoin de 15 clics, il faut prendre 15 clics. Si on a besoin de 2 clics, on prend 2 clics. Je pense que c'est vraiment designé pour un objectif. Il faut savoir pourquoi on fait les choses. Et puis là, si on boucle un peu le tout, c'est qu'en fait, c'est là où ton coaching de ton équipe et puis l'embauche de tes designers est importante parce que faut justement que tu comprennes pourquoi, il faut que ton designer comprenne pourquoi il ou elle fait le design qu'il a fait, puis comprendre il y a une logique pourquoi, puis pouvoir un peu défendre aussi son design au sein de l'entreprise avec les cadres, etc. Oui, quand j'ai choisi des designers pour une équipe, et peu importe leur nombre d'années d'expérience,